Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de revue qualité. Aujourd'hui, nous avons Morgane Deprier et Jean-Pierre Riquet qui vont venir nous parler du sujet. Alors, bonjour Morgane, est-ce que aujourd'hui tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est une revue qualité et quel est le but derrière? Alors, la revue qualité est une revue confraternelle organisée par l'Institut au sein des cabinets qui sont sélectionnés périodiquement. Cette revue est effectuée par des confrères et des consoeurs dans un esprit, j'insiste, confraternel. Avant, cette revue qualité ne concernait que les experts comptables certifiés. Mais attention, à partir d'octobre 2024, tous les experts comptables ITA seront sujets à cette revue. On parle beaucoup de cette revue qualité en bien ou en mal. Moi, je pense qu'il faut dédramatiser la situation. C'est une réelle revue confraternelle pour tout ce qui est respect des normes et déontologie. Par contre, il y a en effet un petit contrôle pour la loi anti-blanchiment. Et cette revue permet d'avoir un indicateur de performance en point de vue qualité des cabinets membres ITA. Merci Morgane. Alors, euh, une question qui va paraître un petit peu simple, mais est-ce qu'une fiduciaire est obligée d'être agréée ITA? Cette question est simple et en même temps elle est importante puisque c'est un point rouge du Quick Scan, donc des questions qui sont posées lors des revues qualité. Oui, la société par laquelle nous exerçons doit être reconnue par l'ITA. Il faut également que les 50%, plus de 50% des droits de vote soient détenus par des membres ITA et le conseil d'administration doit être majoritairement composé de membres ITA. Attention également, quand on commence l'activité, à bien avoir une RC professionnelle qui est aussi un point rouge de vérification, de pouvoir fournir une attestation de couverture d'assurance et si on n'a pas choisi l'assurance collective, alors il faut pouvoir prouver qu'on a les mêmes couvertures. Alors, bonjour Jean-Pierre, merci d'être présent aujourd'hui pour parler de la revue qualité. Alors moi, la première question que j'ai, c'est qu'est-ce que le manuel de procédure interne? Donc, chaque cabinet doit avoir un manuel de procédure interne qu'il ne faut pas confondre avec le manuel LAB, même si éventuellement ils peuvent se rejoindre. Moi, j'invite à avoir deux manuels différents, tout en sachant que le cabinet, quand il est solo, donc quand il y a seulement une personne qui est agréée l'ITA dans le cabinet, le manuel de procédure interne n'est pas utile puisqu'évidemment, la personne connaît ses procédures. Mais dès qu'il y a un collaborateur externe ou interne, un conjoint, un compagnon, peu importe, dans ce cas-là, malheureusement, s'il y a plus d'une personne, le manuel de procédure interne sera nécessaire. Et Jean-Pierre, au niveau du manuel de procédure, est-ce que ça représente beaucoup de travail? Est-ce qu'il est important de l'adapter à sa taille? Euh, Alors, c'est clair que le manuel de procédure interne doit répondre à toute une série de dispositions qui sont reprises sur Be Excellent. Et le manuel de procédure interne doit aider toutes les personnes qui collaborent au cabinet à savoir ce qu'ils doivent faire, réaliser, comprendre dans telle ou dans telle situation. Donc, évidemment, il doit être adapté au cabinet. On n'a pas le même manuel de procédure avec une personne, avec 5 personnes, avec 25, avec 200 personnes. Ça semble logique. Et le manuel de procédure interne doit justement être un outil efficace. Lorsque le membre ITA qui représente le cabinet est absent, eh bien, les collaborateurs peuvent se référer au manuel de procédure pour savoir dans telles circonstances comment ils doivent procéder. Et c'est effectivement pour ça que c'est important de pouvoir mettre à disposition des collaborateurs la procédure du manuel interne. Donc on peut voir ici qu'on peut simplement cliquer pour afficher sur l'écran d'accueil le manuel de procédure interne. Alors Jean-Pierre, pour un petit peu enchaîner sur tout ce qui est manuel de procédure, comment ça se passe aussi au niveau de l'ITA pour l'analyse du risque du cabinet en fait? Donc, chaque cabinet, dès qu'il est agréé par l'ITA, doit établir, et là on est dans le manuel de la LAB, de la procédure sur la loi anti-blanchiment et financement du terrorisme, et donc chaque cabinet doit évaluer son cabinet en fonction de différents éléments. Il doit vérifier si le cabinet correspond bien à la mesure LAB. Il doit notamment aussi pouvoir vérifier la manière dont il effectue le contrôle LAB au niveau interne de manière efficace. Il doit déterminer un niveau de risque, il doit évidemment pouvoir déterminer les clients qu'il va accepter ou pas en fonction des zones géographiques, en fonction du secteur, en fonction de la qualité des personnes qu'il va recevoir. C'est tout cela qu'il faut reprendre et bien d'autres choses dans l'aspect du cabinet, du manuel de procédure LAB.
Ok. Et c'est pour ça que c'est important ici, on peut le voir dans les différents suivis qu'on voit à l'écran, bah, de pouvoir filtrer en fonction du niveau de vigilance. Parce que Jean-Pierre, comme ça a été dit, je pense qu'il faut pouvoir adapter ses obligations en fonction du niveau de vigilance sur chaque client. Par exemple, s'il y a des collaborateurs, évidemment, le manuel de procédure LAB, qui complète le manuel de procédure interne, va devoir prévoir que les collaborateurs suivront une formation permanente en matière de LAB. Donc c'est obligatoire pour les collaborateurs d'avoir un certain nombre d'heures de formation par an pour qu'ils puissent être sensibilisés à la manière dont ils vont appliquer la LAB au quotidien dans leurs tâches au niveau du cabinet. Ok. Et concernant justement, si on parle de manière un petit peu plus LAB dans la pratique, comment ça se passe quand on accepte, enfin quand on reçoit, parce que pour l'accepter, il faut encore un petit peu attendre, mais comment ça se passe quand quelqu'un vient frapper à la porte ou un mail pour devenir client? Comment ça se passe? Donc, dès qu'une personne contacte le cabinet, on va l'appeler le prospect. Donc, il n'est pas encore client parce qu'il y a toute une procédure, d'abord d'identification du client et ensuite d'acceptation du client. Et après, de vérification de la qualité du client, c'est ce qu'on appelle le KYC. Donc, ce sont trois étapes qui sont obligatoires dans le cadre de la procédure vis-à-vis d'un prospect. Donc, la première chose, c'est l'identification. Ensuite, on va en fonction de son manuel, en fonction justement du secteur d'activité, du niveau de risque, du niveau de vigilance et des procédures qu'on a mis en place, on va l'accepter et on va vérifier si les informations qu'il a transmises sont cohérentes, sont correctes, pour finalement arriver à la fin du processus d'acceptation. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'ici, on va pouvoir voir que on peut avoir un suivi pour tous les nouveaux clients. À partir de là, vous pouvez voir qu'on peut ouvrir une procédure interne, qu'on appelle ça ici, qui va permettre d'avoir des questions. Comme Jean-Pierre l'a dit, ces questions, il faudra les adapter à la procédure, au manuel de procédure qu'on a en interne. Et vous pouvez remarquer que vous avez automatiquement des alertes qui apparaissent en fonction de ce qu'on va répondre aux questions, vu que le formulaire est dynamique. Vous voyez qu'ici, on nous met un message d'alerte en disant qu'on n'a pas complété l'anti-blanchiment. Maintenant, si on va ensuite dans l'onglet suivant, bah en fait, vous allez voir qu'on se retrouve dans la fiche du client et à partir de là, on peut venir indiquer tous les mandataires, tous les actionnaires, ce qui vont ensuite nous générer la proposition de bénéficiaire effectif pour ensuite pouvoir compléter tous les formulaires anti-blanchiment. L'identification mandataire, l'identification client, fiche de détermination du niveau du risque et ainsi de suite afin de pouvoir répondre aux obligations anti-blanchiment. Un des contrôles, par exemple, qui doit être opéré, c'est la vérification, le check dans le KYC avec les informations que le prospect qui va devenir client vous a fournies. Est-ce que cela correspond, par exemple, au registre des actions? Est-ce que les personnes sont bien nommées administrateurs au niveau de la BCE? Est-ce que les publications ont été faites au moniteur? Donc, ce sont toutes des petites choses que vous devez vérifier avant d'accepter le client. Évidemment, je ne dis pas qu'il faut le refuser si tout cela n'est pas en ordre, mais il faut bien sûr attirer l'attention du client comme quoi il y a des manquements, il y a des discordances, il y a des opérations à devoir régulariser en fonction des informations qui ont été communiquées. Parfois, c'est un problème de la BCE qui n'est pas en ordre, parfois c'est un problème de publication qui n'a pas été faite. Regardez par exemple, et c'est assez fréquent, dans les sociétés anonymes, les mandats des différents administrateurs sont limités dans le temps. Et on arrive parfois avec des sociétés pour lesquelles le mandat n'a pas été renouvelé. Donc il faut évidemment refaire une nouvelle publication dans laquelle on dit qu'on absorbe tous les actes qui ont été posés par les différents administrateurs, les membres de l'organe d'administration, depuis la période de telle date à telle date, pour retrouver une conformité. Jean-Pierre, on a souvent la question de comment on détermine le niveau de risque, puisqu'on parle de faible, standard, élevé. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer? Et est-ce que tu aurais des exemples concrets peut-être qui permettraient un petit peu plus de guider? Alors, c'est évident que c'est chaque entité assujettie, comme on les nomme, donc chaque cabinet, qui doit déterminer la manière dont il évalue les risques. Donc, il n'y a pas une grille standard en disant dans tel cas c'est faible, dans tel cas c'est élevé. Il y a un manuel de procédure et chaque cabinet, en fonction de son manuel, reprend la catégorie, la classification du client ou du prospect qu'il a en face de lui.
De manière générale, souvent on constate que le risque est mis en standard par défaut. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne peut pas être repris en risque faible après une évaluation. Et rappelez-vous que l'évaluation doit être continue dans le temps. Et justement, en reprenant un client en risque faible, ça permet de dire qu'on ne réévalue le client, par exemple, qu'une fois par an. Si on est en risque standard, il vaut mieux le réévaluer tous les 6 mois. Et évidemment, dès que le client est en risque élevé, là, il est nécessaire de réévaluer le client tous les 3 mois. C'est moi qui donne des délais, donc ce n'est pas écrit ni dans la loi ni dans les normes ITA. La seule chose, c'est que le cabinet doit réfléchir à la manière dont il fait cette évaluation du niveau de risque de manière continue. Alors, pourquoi pourrait-on passer d'un risque standard à un risque faible? Eh bien, c'est l'expérience client. Si on se rend compte que le client remet bien, par exemple, ses quotas régulièrement, on sait aller les chercher à la banque où on a des outils qui permettent de pouvoir les obtenir, qu'il remet ses caisses tous les mois, les caisses d'argent cash avec ses documents, etc., etc. Donc, on se rend compte que le niveau de risque n'est pas très élevé et qu'il est même moins élevé que le standard. On peut donc passer ce client en risque faible, en regardant aussi par rapport à l'activité, par rapport à la zone géographique. Par contre, il y a parfois des situations dans lesquelles on doit réévaluer le client sur base d'une information qu'il nous transmet. Je prends un exemple que j'ai vécu récemment. Un client que je connais depuis vraiment de nombreuses années ne m'informe pas qu'il a été poursuivi au tribunal correctionnel. Il est sans doute honteux, etc. Et je peux comprendre. Et c'est vrai que bon, il se dit peut-être que ça va bien se calmer, que je vais être acquitté, etc. Je peux comprendre tout cela. Par contre, à un moment donné, il m'informe, il me transmet la copie d'un jugement du tribunal correctionnel dans lequel il a été condamné à des faits relativement graves, 492 bis du Code pénal, des faits relatifs à des détournements, à des abus de biens sociaux, etc. Mais là, évidemment, immédiatement, je dois vérifier mon niveau de risque et le placer dans un risque élevé puisqu'il a été condamné. Alors évidemment, il me dit, je vais interjeter appel parce que je conteste ceci et cela. Ok, c'est possible, mais j'ai aujourd'hui une décision judiciaire qui n'est peut-être pas coulée en force de chose jugée, mais qui existe. Donc mon niveau de risque, je dois le réélever et je dois peut-être m'interroger, est-ce que je conserve ou pas le client? Ça, c'est de nouveau un autre aspect de la fin de la relation. Et n'oublions pas que ce client qui est un mandataire d'une société A peut également être mandataire d'une société B, C, D. Et donc, je dois réévaluer le niveau de risque dans les autres structures également. Alors, il y avait une société dans laquelle il avait seulement 5%, une société familiale, il n'était pas mandataire. Pour celle-là, j'ai laissé le niveau de risque normal. Pour les autres, j'ai modifié le niveau de risque en risque élevé. Ok. Et Jean-Pierre, donc justement, ici, on parle de niveau de risque, mais il y a souvent aussi une chose qui n'est pas toujours très claire pour certaines personnes, c'est la différence au niveau des formulaires anti-blanchiment entre l'identification client et l'identification mandataire. Quelle est la différence? Donc, ce sont deux identifications différentes, comme tu l'as dit. La première concerne le client au niveau du risque client et principalement souvent du risque lié à son activité, à sa zone géographique, à ce qu'il effectue comme opération, opération normale, opération atypique, opération occasionnelle, tout ça doit être vérifié. Ça, c'est au niveau de la société, donc on détermine un niveau de risque par rapport à la société et nous avons ensuite des mandataires. Donc on pourrait très bien avoir un mandataire qui, par exemple, est un PEP, une personne politiquement exposée. Et donc dans ce cas-là, le risque du PEP va être lui-même élevé en tant que mandataire. Mais ça n'implique pas automatiquement que le risque de la société sera élevé. C'est uniquement le mandataire qui va avoir un risque élevé. Donc cette identification est différente dans les deux hypothèses. Ok, merci Jean-Pierre. Alors, Morgane, maintenant qu'on a eu l'occasion de voir avec Jean-Pierre toute la partie acceptation client au niveau de l'anti-blanchiment, qu'est-ce qui est important quand on accepte un client ou quand on veut commencer une relation d'affaires avec un client? Quels sont les points d'attention? Je pense que la première chose à vérifier, c'est si le client vient de chez un confrère ou une consoeur. Dans ce cas-là, il ne faut pas oublier d'envoyer notre courrier déontologique de reprise de dossier. C'est également un point rouge dans le Quick Scan. Si nous sommes dans un cas où il y reste des honoraires impayés du confrère précédent ou de la consoeur précédente, alors on doit pouvoir prouver qu'on a insisté pour que le client paye ses honoraires.
Autre point très important, voire le plus important également, c'est la lettre de mission. Pour rappel, elle est obligatoire. Nous ne pouvons pas prester tant que la lettre de mission n'a pas été signée par le client pour accord. Et je pense aussi que c'est assez important la lettre de mission afin de créer un cadre de confiance, que ce soit pour le professionnel que pour le client, et de s'assurer que tout le monde se comprenne bien les droits et obligations de chacun. Alors, ici, dans le suivi, on va pouvoir ici, en un clin d'œil, voir si on a bien notre lettre de mission. Alors, si la lettre de mission n'est pas en ordre, bien sûr, on ne verra pas de case verte, et donc ce qui attire un point d'attention pour se dire, si on veut respecter la revue qualité, il faut que ça soit en ordre. Ensuite, comme Morgane l'a cité ici, la lettre confraternelle qu'on peut venir générer afin de gagner du temps à partir de Feed Manager, et bien sûr l'adapter en fonction des besoins du client. Bien sûr, le reste des étapes, c'est propre à chaque cabinet, mais comme Morgane l'a dit, lors de l'acceptation client, les deux plus importantes étapes sont la lettre de mission et la lettre à envoyer au confrère. Alors, un point qui est important, ce sont les comptes annuels, que ce soit au niveau du cabinet ou au niveau des dossiers clients. C'est vraiment, il y a plusieurs points dans le Quick Scan au niveau des comptes annuels. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Morgane? Oui, en effet. Au niveau du dépôt des comptes annuels pour les clients tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'on dépose dans les 30 jours de la date d'assemblée générale. Ça, c'est le délai légal. Il faut oublier de déposer tous les BNB au 31/8 parce qu'il n'y a pas d'amende. Ensuite, une chose très importante et vérifiée lors de la revue qualité, c'est l'approbation des comptes par le client. Comment prouver que le client a donné son accord pour déposer les BNB? Eh bien, ça peut être simplement un écrit du client, un procès-verbal d'assemblée générale signé, c'est beaucoup mieux, une management letter signée. Bref, vous devez prouver que votre client était d'accord. Attention, si vous rentrez les BNB en retard et qu'il y a une amende appliquée, n'oubliez pas de couvrir votre responsabilité. Sinon, la faute reviendra sur vous. En ce qui concerne le cabinet, la revue qualité est beaucoup plus stricte à ce sujet. Si les BNB ont été déposés plus de 30 jours après l'Assemblée générale, là, c'est un point rouge pour la revue qualité et donc les conséquences sont plus graves. Alors, ici, on va pouvoir voir qu'à partir du suivi de la tâche, on va pouvoir vérifier si on a bien des PV d'assemblée générale signés. C'est-à-dire qu'en un clin d'œil ou en filtrant simplement sur la colonne, on pourra voir ceux qui n'ont pas encore été signés par le client. Car on pourra à partir du logiciel envoyer le PV d'AG que vous avez généré en partie, parce que bien sûr il y a des informations qui viennent du logiciel comptable ou de toute autre source. Donc vous pouvez toujours le télécharger en Word, on le modifie, et puis une fois que le PV est prêt à être signé au client, en général vous l'envoyez dans un mail avec un PDF et vous pouvez ici simplement charger le PDF, et puis on vient indiquer les zones de signature pour dire qui doit signer, pardon. Et ensuite, une fois qu'on a fait cela, on peut envoyer le mail au client de signature, et puis là, il ne reste plus qu'à faire le suivi de voir quand le document est signé par tous les clients. Et attention, petit point que j'aimerais rajouter quand même, on entend souvent de personnes, des professionnels dire que lors du bilan, ils vérifient si l'insolvabilité de la société est à risque, enfin plutôt la solvabilité est à risque, mais ce n'est pas à la clôture du bilan qu'il faut faire, c'est à tout moment lors de l'exercice de la mission. Si on fait une déclaration de TVA et qu'on se rend compte que le client a déjà un trimestre de retard, il faut envoyer un courrier circonstancié au client. Il a 1 mois pour nous répondre avec les mesures qu'il va prendre pour relever sa situation financière. Et ensuite, s'il nous répond, il faut prendre les mesures et avoir un suivi plus accru sur ce client-là, bien sûr. S'il ne nous répond pas, on peut aller voir le tribunal de l'entreprise et les prévenir d'une situation de la société en question. Au niveau des missions spéciales, Morgane, quel est le plus gros point? Parce que si j'ai bien compris, il y a un point qui est vraiment très important. Et puis, quels sont les autres points à faire attention? Il y a même 2 points très importants. Le premier, c'est de bien envoyer notre rapport signé dans les 15 jours de la signature à la commission d'accompagnement de l'Institut. Ça, c'est un point rouge, donc c'est rédhibitoire, il faut le faire. Le deuxième point, c'est de bien respecter son indépendance. On n'accepte pas une mission si notre indépendance n'est pas respectée. Si ces points-là ne sont pas respectés,
alors le rapporteur viendra vérifier ce que normalement la commission d'accompagnement vérifie. Qu'on a bien une situation active et passive signée, par exemple pour une liquidation, qu'on a bien une lettre de mission signée, qu'on a un dossier de travail, qu'on a des justificatifs, et tout le dossier sera vérifié. Et donc, c'est pour ça qu'ici, dans le suivi, on peut voir tout d'abord, en première étape, je pense, la lettre de mission, qui reste très important d'avoir dès le début de la mission. Et ensuite, on voit que dans les dernières étapes, on a par exemple l'envoi à l'ITA du rapport, comme mentionné par Morgane. Alors, point très important, justement, c'est un des points qui va permettre de répondre à la revue qualité, c'est la formation. Et je pense que c'est important que tout professionnel puisse se former afin de répondre à la revue qualité, entre autres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce point de formation permanente? En effet, lors de la revue qualité, le rapporteur va vérifier qu'on a bien respecté la norme de formation permanente. C'est-à-dire, nous devons nous former pour 120 heures par 3 ans, donc 20 heures minimum par an, mais 120 heures sur 3 ans. Donc attention, si vous ne faites que 20 heures une année, il faudra rattraper ces heures-là les 2 années suivantes. Toutes ces formations sont reprises dans le portail de l'ITA, sur le guichet, et elles doivent être approuvées une fois par an, en général fin février. Dans la revue qualité telle qu'elle est actuellement faite, il y a un point qui demande de pouvoir prouver que les attestations de participation aux formations, avec le nouveau système d'intégration automatique de ces attestations dans notre guichet, je suppose que ce point sera modifié. Tout à fait. Et puis ici, vous pouvez facilement retrouver toutes les informations du nombre d'heures qui ont été encodées dans les timesheets et ce qui vous permet de faire une concordance par rapport au portail de l'ITA. Car je pense qu'aujourd'hui, quasiment toutes les formations se retrouvent sur le portail ITA. J'ai cru comprendre que dans des très rares cas, ça arrivait que ça ne soit pas là et ça permet automatiquement de faire cette comparaison. Surtout qu'ici, vous avez une moyenne sur 3 ans qui apparaît à l'écran. Alors Jean-Pierre, quand on a une fin de relation avec un client, quels sont les points d'attention afin de faire attention et de rester dans la légalité et justement d'être conforme à cette revue qualité? Tout d'abord, il y a plusieurs manières d'arrêter une activité, d'arrêter une entreprise. Il est fort possible que le mandat de l'expert comptable s'arrête parce que le client arrête lui-même les activités. Et avec la pandémie et les crises que l'on connaît, il y a pas mal d'entreprises qui ont décidé tout simplement de stopper parce qu'ils n'avaient plus d'argent, parce que différentes causes. Donc, dans ce cas-là, évidemment, l'entreprise arrête, il faut peut-être la liquider. Et si c'est une personne morale, il faut peut-être trouver un repreneur, il faut en tout cas avoir des mesures qui sont prises par rapport à cela. Et en fonction de ces mesures, votre mandat va être stoppé sans doute au niveau de cette personne de cette entreprise. À côté de cela, il y a 2 autres situations que l'on rencontre régulièrement. La première, c'est le membre ne souhaite plus avoir le dossier, donc ça veut dire que l'expert comptable dit voilà ce dossier-là, quelle que soit la raison, et j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait parfois des raisons qui étaient liées à la personne morale ou bien au bénéficiaire. Si vous décidez de stopper la relation, vous le signifiez à votre client, par écrit évidemment, même je dirais par recommandé si la tension est un petit peu tenue dans le dossier. Et vous stoppez à une date qui correspond sans doute à vos conditions générales de service ou à une date qui ne met pas en péril la relation avec le client ou les obligations. Donc ne pas évidemment stopper le 18 avril avant de faire une dépôt de déclaration TVA pour le 20 avril. Et le troisième cas de figure, qui est beaucoup plus fréquent apparemment, c'est le cas où un confrère, une consoeur reprend le dossier. Et donc dans ce cas-là, il faut d'abord vérifier évidemment que l'autre membre expert comptable possède un mandat de la part du client, donc vous ne pouvez pas transmettre un dossier sans être certain que la personne qui vous contacte possède un mandat. N'oubliez pas votre secret professionnel, c'est très important. Et donc vous remettez les différents éléments, on ne va pas les lister ici, c'est pas le but, à ce confrère, à cette consoeur, pour qu'elle puisse pouvoir continuer la poursuite du dossier. Et vous devez bien sûr transmettre, que ce soit les backups informatiques, etc., respecter le RGPD, regardez que vous avez bien vous-même conservé tous les éléments qui sont de nature, justement, dans le cadre de la revue qualité, à démontrer la manière dont vous avez respecté la tenue correcte du dossier de votre client. Et c'est pour ça qu'on va permettre ici
d'avoir un suivi au niveau de la fin de relation du client. Et comme Jean-Pierre l'a dit, de ne pas oublier toutes les étapes importantes, les étapes qui sont plus pour répondre aux normes et aux obligations légales concernant la revue qualité, mais également plus les obligations en interne afin que votre suivi client soit optimal. Et comme Jean-Pierre l'a dit, il y a aussi la possibilité de faire une reprise de documents pour le client. Et donc, ce que je trouve qui est toujours important, c'est quand un client vient chercher les documents, de bien avoir un papier signé du client où on a bien noté, je pense Jean-Pierre, que tu ne me contreras pas, mais essayer de lister au maximum. Bien sûr, on ne sait pas tout lister, document par document, mais d'avoir une certaine liste des documents. Donc c'est une obligation, dans le cas de la normita, il y a une obligation de tenir un inventaire et de faire signer l'inventaire par la personne dûment mandatée, évidemment, qui vient rechercher les documents. Donc j'insiste, si c'est l'entreprise elle-même, ce sont ses documents, donc ce sont ses backups, on doit lui remettre, mais on doit vérifier que la personne à qui on remet a bien, soit est le client lui-même, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, vous le connaissez, ou que la personne à qui vous remettez les différents documents en lui faisant signer l'inventaire, est bien la personne qui est mandatée par le client pour pouvoir recevoir ce genre de choses. Donc, ça peut être un transporteur, il n'y a pas de problème, mais il doit avoir un mandat et vous devez être averti aussi pour la bonne organisation de votre cabinet qu'il va se présenter à tel moment ou en tout cas à telle période de la journée pour récupérer les documents. Et donc cet inventaire est obligatoire. Et concernant l'inventaire, à quel point est-ce qu'on doit le détailler? Alors, c'est une question de contrôle. Donc, il peut arriver qu'un client conteste ne pas avoir reçu tel et tel élément. Il faut essayer de donner dans l'inventaire un maximum d'informations. Maintenant, c'est clair qu'on ne doit pas aller jusqu'à dire le journal des achats comportait 542 pages, dont 3 pages blanches, 2 pages qui ont été faites de manière manuscrite, etc. Donc, soyez circonspect et complet. Mais ce n'est pas simplement de dire j'ai remis tous les documents relatifs à l'année 2021. Là, ce n'est évidemment pas suffisant. Il faut pouvoir détailler. Et notamment aussi, beaucoup de clients, vous allez leur répondre « Ah, mais je t'ai déjà envoyé tout cela par mail. » Non, remettez-les dans l'inventaire parce que les clients sont parfois de mauvaise foi après la fin de la relation, ou bien ils ne retrouvent plus leur mail, ou bien il y a eu des problèmes informatiques. Donc, soyez complet et redressez l'entièreté des documents qui concernent le dossier que vous cédez ou que vous remettez au client. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur la revue qualité. J'aimerais remercier Morgane Deprier et Jean-Pierre Riquet qui nous ont fait l'honneur de venir pour nous expliquer la partie théorique de cette revue. N'oubliez pas, la revue qualité est quelque chose qui se fait au jour le jour. Donc, n'attendez pas votre contrôle pour vous mettre à jour. À très bientôt.